Alors, Monsieur Pietraszewski, est-ce que cette réforme, elle va aller dans le mur, au fond? Le mur de la protestation syndicale et de l'hostilité des Français? Bon, le front syndical, il est constitué, il a l'air assez solide aujourd'hui, et c'est ce que, d'ailleurs, on voyait dans votre sujet. Le gouvernement, je dirais, il est dans son rôle, il est à la tâche. Pour le coup, là, en dehors de la phrase un peu toute faite, mais Olivier Dussopt, voilà, il est à droit dans ses l'Assemblée. bottes. Non, je dis pas ça comme ça, mais je dis son travail, le travail du gouvernement, c'est effectivement à la fois d'expliquer sa réforme et puis pour l'instant d'amener les débats à l'Assemblée. C'est ce qu'il fait. À l'Assemblée, il y a d'ailleurs dizaines de milliers d'amendements. Et on peut se poser d'ailleurs la question du coup de la nature du débat. Quand on dépose autant d'amendements, j'ai connu ça moi en 2019-2020. Il y en avait combien en 2019 je crois que c'était plus de 40 000 à l'époque. 40 000, ah oui. Voilà, bon, si vous voulez, je pense que quand on est une force politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quand on dépose des milliers d'amendements comme ça, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de débattre du fond. Donc ça, c'est pas très bon pour la démocratie. Donc là, le gouvernement fait ce qu'il a à faire. Il est à l'Assemblée et il a à répondre aux questions des députés, à donner son avis sur les différents amendements. Puis après, il y a à côté ce qu'on voit, c'est-à-dire sa capacité ou pas à ce gouvernement à convaincre le corps social. Sur le fond, à porter autre chose qu'un message budgétaire. Et d'ailleurs, si c'est peut-être, et j'en terminerai là, mais si c'était sans doute un des points de vigilance qui est partagé, je crois, dans la majorité aujourd'hui, c'est qu'on vienne sur un terrain d'expression, mais de personnes, d'individus, et on voit bien aujourd'hui dans ce que représente, ce que explique le gouvernement, c'est très cohérent. Il faut équilibrer ce système des retraites pour qu'il soit viable dans le temps. Maintenant, on parle là beaucoup d'argent, et je crois que ceux qui sont dans la rue attendent qu'on parle un peu plus d'eux en tant que personne, en tant qu'individu. C'est pour ça que les pistes que j'ai mises sur la table, c'est-à-dire l'emploi des seniors et la pénibilité, sont des bonnes pistes. L'emploi des seniors, on y revient encore une fois. Vous avez proposé, vous dites, OK, l'index, c'est bien, dire que telle entreprise n'a pas fait son boulot, c'est pas mal. Mais vous dites qu'il faut faire plus. Il faut alléger les charges pour les entreprises qui embauchent des seniors. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas entendu dans la bouche du gouvernement, monsieur. Il y a une forme d'asymétrie, je l'ai dit déjà, entre la communication du gouvernement et même d'ailleurs quand on regarde les documents qui sont produits, qui sont préparatoires à ce projet de loi, une asymétrie entre ce qui est extrêmement instruit, documenté sur les financements nécessaires pour ce système de retraite, et puis ce qu'on va faire à côté, en dehors, et c'est pas négligeable, attention, en dehors de ces 1200 € de retraite minimum, je ne les passe pas du tout sous silence, c'est quelque chose de très important. Mais ce qu'attendent ceux qui sont dans la rue, je le crois, moi, parce que vous savez, à Armentières, chez moi, c'est quand même un endroit où aussi on discute et on croise des gens qui font des métiers pas faciles. En fait, ce qu'ils ont envie d'avoir comme info, c'est ils ont envie de savoir si oui ou non, eux, compte tenu de la nature de leur activité, ils sont concernés par ce recul de l'âge de la retraite. Ouais. Ils veulent le savoir pour eux. Mais pour eux, au regard de la spécificité de leur métier. D'où l'intérêt d'être, je crois, plus précis, d'être plus allant sur ce sujet à la fois des seniors, mais aussi de la pénibilité. D'accord. Mais donc, on parle bien d'allègement de charges sociales pour les entreprises. Et excusez-moi, je ne l'ai lu nulle part. Mais écoutez, on est d'accord. Je pense que mais revenez au gouvernement, au monsieur Pietraszewski, revenez au gouvernement. Bon, ça ne m'appartient pas. Alors, dans ce qu'a dit Laurent Pietraszewski, il y a quelque chose qui me semble important. Je vais résumer. Le conseil que donne ce soir l'ex-secrétaire d'État aux retraites au gouvernement. Qui portait une réforme universelle. Bien sûr. Pas celle-là, c'est laissez tomber votre tableau Excel et intéressez-vous davantage aux gens. Je résume. C'est-à-dire, vous me contredisez pas, donc ça veut dire que j'ai bien résumé. Ça veut dire, mettez de la chair autour de l'os. En fait, donner quelque chose. Bah oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire expliquer aux gens, donner de la pâte humaine, parler du sens du travail, parler de la société, mais arrêter de nous pondre un truc comme ça. C'est ce que vous dites. Mais moi, ce qui me semble fondamental dans le virage auquel on va assister là, et c'est peut-être aussi ça qui interpelle Madame Borne, c'est que il y a deux bras de fer en ce moment. Mais il y en a un qui cache l'autre. Le premier bras de fer, tout le monde là, c'est les syndicats face au gouvernement. Mais l'autre bras de fer, c'est ce qui se joue de manière un peu sourde entre les syndicats eux-mêmes. Pour l'instant, j'ai la sensation, mais vous allez me dire si je me trompe, que la CFDT de M. Berger était plutôt écoutée dans le côté pas de radicalisation, on va continuer à mobiliser, on va monter. Et là, j'ai l'impression que, et d'ailleurs on l'avait entendu avec le représentant de Sudrail, que j'avais trouvé plus amène, vous voyez, plus conciliant. Et là j'ai l'impression que le bras de fer qui va peut-être être gagné, qui mettra en grande difficulté le gouvernement, c'est si la CGT et Sudrail reprennent le haut
du pavé, et donc radicalise la mobilisation. Alors, votre réponse? Écoutez, ça, je ne vais pas répondre pour les partenaires sociaux, et là, les représentants des salariés, mais mon sentiment, il est clair. C'est que là, je crois qu'ils sont satisfaits, l'ensemble des représentants des salariés, de la mobilisation qu'ils obtiennent, à la fois parce qu'elle est relativement large sur le territoire, elle n'est pas que parisienne, et aussi parce que, effectivement, elle concerne, je dirais là, beaucoup de monde, mais aussi dans la diversité de ce que nous sommes, Françaises et Français. Donc je pense que ça, c'est un point sur lequel, une satisfaction sur lequel ils s'appuient pour créer le rapport de force avec le gouvernement. C'est pour ça que je conseillais tout à l'heure, mais vous l'avez entendu, Éric Revel, vous avez raison, de venir sur une communication, mais aussi, au-delà de la communication, sur des éléments d'ailleurs qui sont attendus par celles qui manifestent ou ceux qui manifestent, c'est-à-dire effectivement des réponses. C'est quoi la stratégie senior? Comment est-ce qu'on fait pour que quand on a 58 ans, quand on a 60 ans, on soit au boulot? Et les entreprises, elles ont besoin d'un cadre. Qu'est-ce qu'on leur donne comme cadre? Comment on ouvre des négociations dans les branches sur le sujet de la pénibilité, sur le maintien dans l'emploi? Comment on investit massivement sur la protection de la santé des salariés dans leur job? Ça, ce sont les sujets qu'il faut ouvrir maintenant. On est avec Laurent Pietraszewski, l'ancien secrétaire d'État aux retraites. On va parler à nouveau de l'emploi des seniors, mais une petite question sur ces fameuses pensions à 1 200 €. Est-ce que vraiment tous les retraités arriveront à ces 1 200 €? Ou en réalité, est-ce que même le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ne sait pas dire combien de personnes arriveront exactement à ce chiffre-là? Bon, encore une fois, je vais vous dire, c'est un exemple de l'extrême complexité de notre système actuel, ce qui fait que c'est très compliqué d'expliquer, parce que c'est juste compliqué dans la réalité. Donc il y a dans notre dispositif ce qu'on appelle un MICO, donc un minimum contributif. Alors, déjà, on se tire les cheveux, bon, moi, ça va, mais bon. Donc un minimum contributif. Ce minimum contributif, il est majoré si vous avez plus de 120 trimestres qui sont cotisés. Et donc, évidemment, c'est pas les mêmes montants. Et c'est une sorte de chapeau qui vient se mettre par-dessus toutes vos pensions de retraite, de manière à garantir que vous n'ayez pas moins de 1 200 € demain. Donc pourquoi faire une réponse simpliste? Pourquoi avoir fait une réponse simpliste? En disant que tout le monde aura droit à ça. Que tout le monde goberait. Dommage, j'aurais souhaité que vous m'invitiez en 2019-2020 quand je défendais le système de retraite universel, parce que le gros avantage, c'est que dans une retraite par points, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On fait un seul système et on a 1 200 €. Alors, Éric Revel, on laisse parler M. Pietraszewski. Allez-y, M. Pietraszewski. Voilà, donc en vérité, là où on pointe des éventuels retraités qui n'auraient pas les 1 200 €, c'est parce qu'ils n'auraient pas les 120 trimestres cotisés, et donc fatalement il y aura une proratisation. Ça fait beaucoup de monde. Voilà. Ça fait beaucoup de monde. Il y a effectivement une part, je vais pas dire significative parce que je sais pas le chiffre en tête, voilà, mais il y a une part effectivement qui n'ont pas aujourd'hui la totalité du MICO ni du MICO majoré. Ils auront donc un prorata des 100 € de plus que donne le gouvernement. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est pas la retraite à 1 200 € minimum pour tout le monde. Ferrari, c'est déjà pas le cas pour tout le monde. Non, mais ils nous la vendent comme ça. Oui. Je suis désolé, les ministres, Monsieur Dussopt nous la vend comme ça. Demain, les règles soient différentes de celles d'aujourd'hui. Or, en fait, demain, les règles seront les mêmes que celles d'aujourd'hui. Simplement, ça sera bonifié, et tant mieux, parce que c'est un geste fort, ça sera bonifié. Si on avait voulu changer les règles, il aurait fallu faire une garantie de retraite minimale pour tout le monde, et c'est pas le même dispositif. Mais franchement, c'est clair quand vous le dites vous, mais pas quand ils le disent eux. Mais vous discutez avec des gens, il y a beaucoup de gens qui ont imprimé que ce serait 1 200 € pour tous. Ils n'entrent absolument pas dans ce genre de truc qui ruine absolument l'annonce. C'est incompréhensible à hauteur d'individu. François Pipponi. Ce qui est très compliqué, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que font les Français, là? Ils essayent de comprendre à quelle sauce ils vont être mangés. Chacun calcule. Donc on va sur les sites internet, moi je fais le premier, on regarde... Et puis on ne comprend pas. Et donc c'est ça qui est compliqué pour une réforme des retraites, c'est que chacun essaye d'avoir sa position à lui. Comment il va être traité? Il ne peut pas avoir la réponse, parce que toutes les situations sont différentes. On n'a pas toujours le nombre de trimestres que l'on a cotisé. Il faut aller voir plusieurs caisses, tout ça. Et donc, ça rend encore plus anxiogène une réforme. Parce que déjà, c'est compliqué aujourd'hui, les textes actuels, et on dit et demain. Et donc, les gens disent, oh là là, c'est pas pour moi, donc on nous raconte des histoires, et donc on n'y croit pas. Jean-Sébastien Ferjot. Moi, je trouve qu'il y a autre chose, peut-être parce que j'ai quelques années
Pas tant que ça, mais de moins que vous. Moi, je calcule pas exactement ça, mais ce qui m'inquiète, c'est la soutenabilité du système. Et vous parliez d'alléger les charges sur les entreprises, mais à partir du moment où le gouvernement s'est enfermé dans une impasse d'injustice sociale, où c'est perçu comme tel, si vous dites que ça sera perçu comme des aides aux entreprises d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on entend, c'est il faut se débarrasser des milliardaires, il faut se débarrasser des chefs d'entreprise, que je suis, il faut se débarrasser. Et moi, c'est ça que je trouve profondément anxiogène, c'est que d'une certaine manière, ce gouvernement est devenu une publicité pour un discours anticapitaliste qui s'est installé, faute d'être capable d'avoir un discours qui se préoccupe du sens. Nous sommes dans une crise de sens, dans une panne d'avenir. Personne n'arrive à se projeter dans l'avenir. On peut toujours alléger les charges. Ça me paraît relativement absurde comme idée. Ça fait depuis 1993 que non-stop on fait des allègements de charges. Quand on en est arrivé à quasiment plus d'exceptions qu'il n'y a de règles, c'est peut-être que le système lui-même est mauvais. Mais c'est encore un autre débat. Mais nos entreprises sont les plus chargées quasiment au monde. Donc non, mais oui, mais voilà, justement, c'est ce que je vous dis. C'est le système lui-même qui est mauvais. Mais si vous aboutissez à une situation politique où ça va accentuer justement la demande de taxer les entreprises qui sont déjà le plus au monde, alors que rappelons-le, sur la partage valeur ajoutée, enfin entre le capital et le travail, c'est la France et de tous les pays de l'OCDE celui qui est le plus en faveur du travail, avec la Slovénie, me semble-t-il. Moi, ce qui m'angoisse, c'est pas mon calcul pour la retraite, c'est de vivre dans un environnement où on va asphyxier l'économie et asphyxier tous ceux qui se battent de Laurent pour vivre, justement. Oui. Alors, un mot, parce que tout à l'heure, vous mentionniez ça déjà tout à l'heure, Laurence Ferrari, qui est l'allègement de charges. C'est la stratégie pour l'emploi des seniors, c'est une stratégie globale. Voilà. Ça ne se pose pas sur juste l'allègement de charges pour les seniors. C'est un outil qui serait intéressant de mobiliser. Moi, je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de mobiliser l'outil fiscal pour maintenir dans l'emploi les seniors lorsque l'entreprise fait face notamment à des cycles qui peuvent être des cycles négatifs pour elle. Donc, moi, si l'entreprise maintient dans l'emploi ses seniors, je préfère qu'on l'aide éventuellement en réduisant pour partie et pendant un moment donné ses charges, plutôt qu'elle externalise ses salariés, à commencer par les seniors, et qu'elle dise à la collectivité, prenez-les en charge, et on aura bien du mal à leur trouver du boulot. Donc c'est un des éléments. C'est pas moi je crois pas du tout qu'il n'y ait pas de charge sur ni sur le travail, ni même sur le capital. Je regarde le sujet de façon très pragmatique. C'est la question de fond de faire flamber l'anticapitalisme dans ce pays. Bon, écoutez, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Non, mais si pour partie le fait de se montrer totalement. Non, mais bien sûr. Oui, mais on pourrait dire c'est de la même manière que Louis Boyard a une publicité pour le Parti de l'ordre entre guillemets. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est d'une certaine manière cette incapacité à entendre, à comprendre cette crise de sens, de facto, elle alimente la rhétorique. Monsieur Pietraszewski, vous n'avez pas terminé. Allez-y. Peut-être un point juste sur les retraites, clairement. Notre système, il est dit contributif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des cotisations qui permettent de payer les pensions. Ça, c'est un schéma, ça s'appelle, ça fait référence à Bismarck, voilà, ça marche comme ça. Voilà. Il y a des cotises, c'est ceux qui cotisent qui bénéficient après de pensions éventuelles, et ça marche comme ça. Et puis après, il y a d'autres systèmes, l'anglo-saxonne, moi que je ne défends pas, mais j'entends bien, qui est de dire, on met un socle, voilà, c'est le système de Beveridge, on met un socle, et puis on a une sorte de minimum, puis après chacun fait ce qu'il veut et fait de la capitalisation. Ceux qui aujourd'hui n'ont pas envie qu'il y ait des recettes suffisantes pour ce système par répartition le mettent en danger. Et il est contributif. C'est pas un système par l'impôt. C'est-à-dire que j'entends là des choses qui... C'est à croire que ceux qui viennent, ils sont capables de nous dire en une minute, on est pour le système par répartition contributif, et la minute d'après, nous dire « Ah ben il est en déficit, c'est pas grave, on va le financer par l'impôt ». Mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes systèmes. Il faut qu'on choisisse collectivement. Mais la question, c'est peut-être, est-il sauvable tout court ? Parce que de toute façon, le sujet du socle, on y est déjà. Alors, les catégories favorisées, d'une manière, elles utilisent l'assurance vie pour justement, ou l'immobilier, ou bref. Donc de toute façon, on y est déjà. Le sujet, on en est à sauver le système des retraites, de la répartition. Bon, une question d'Éric Revel. En France, il faut lever ce tabou. Je suis désolé. Ah oui, mais c'est pas l'objet de la retraite, Éric. À bas bruit. Mais à bas bruit, les Français le font en ce moment. Quand vous voyez le succès des plans d'épargne retraite en ce moment, qui sont passés en un an d'1 million à 2 millions, des PER, même si c'est 50 €, même si c'est 100 €, bien sûr, ça fonctionne largement comme ça. Ils ont compris que le système de répartition seul, il aurait du mal. Il aurait du mal à survivre. Ça vous fait bondir, donc la capitalisation. Mais non, mais on est en pleine panade sociale et pourquoi ne pas essayer un truc qui va encore plus mettre les gens dans la rue et dire, si, parce que vous prononcez cette phrase-là, la retraite par capitalisation. C'est à ce moment-là que vous dites, la retraite par capitalisation, vous allez mettre le feu au pays. Mais mon cher Éric Nolot, les fonctionnaires, ils ont un fonds de capitalisation depuis longtemps, ça s'appelle la réforme. Regardez les gens qui s'il vous plaît, écoutez,
si vous parlez tous en même temps, personne n'y comprend rien. Vous voyez bien l'absurdité qu'il y a, se désoler de super profits de Total ou de je ne sais qui, et de dire, n'ayons pas de fonds qui pourraient gérer ça, qui pourraient permettre d'ailleurs de sauver notre industrie. Parce qu'on fait bénéficier les super profits à des retraités floridiens, mais alors les Français, ils n'y ont pas droit. Sauf les fonctionnaires, évidemment, parce que Préfonds, c'est un système de capitalisation. Je questionne la pertinence d'ouvrir. Alors moi, je suis d'accord. Est-ce que je peux questionner mon invité, M. Pietraszewski? C'est bien le drame. M. Pietraszewski. On s'est empêché ce débat. La Première ministre Elisabeth Borne a lâché ce qu'elle pouvait lâcher. On est d'accord, sur les carrières longues, la pénibilité, etc. Elle ne lâchera pas sur les 64 ans? Écoutez, sinon je vois pas trop l'intérêt de faire une réforme des retraites. Après, là je vais vous le dire en clin d'œil. Après, effectivement, on peut se dire, bon, franchement, on va plutôt faire un système de retraite universel, parce que maintenant, globalement ici, quand je fais le tour du plateau, tout le monde a bien compris que c'était ça la bonne idée. Bon, moi, je suis dont acte. Non, mais là, on est dans le mur, là. Mais là, le sujet aujourd'hui, c'est effectivement de mettre le système à l'équilibre dans la durée, parce que si on ne le fait pas, on avancera juste vers des solutions qui sont celles qui ont été évoquées tout à l'heure, et c'est-à-dire que les plus modestes ne seront pas protégés. Donc, elle doit tenir son cap de 64 ans, et je pense déjà que les avancées, y compris celles que j'ai entendues récemment, concernant des carrières longues qui commenceraient à 21 ans, me paraissent, moi, extrêmement risqueuses. Est-ce qu'il va y avoir un gain pour cette réforme? Moi, c'est ma question. On nous disait 18 milliards d'euros. Elle rapportera 18 milliards d'euros. Mais là, on n'est déjà plus à 18 milliards d'euros. On est à 10. Et si vous rajoutez le déficit, on est à 0. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il vaut mieux consacrer des gains à reconnaître les difficultés propres à des métiers, des personnes, et qui peuvent tout à fait exister, qu'on ait commencé à 21 ans, à 18 ans ou à 25 ans, parce que ça a plus de sens que d'essayer d'imaginer, vous savez, commencer à travailler à 21 ans, c'est juste la vie. Au final, moi j'ai commencé à 18 ans, parce que j'ai fait mon parcours à moi, d'autres ont commencé plus tard. Le sujet qui nous est posé là, c'est de dire, notre système, il est à la fois sur la durée de cotisation, on sera à 43 ans, on est à 42 aujourd'hui, et à la fois sur l'âge. Ça a toujours été comme ça. C'est un système qui fonctionne sur deux jambes. Son équilibre, son écosystème, pardon pour le terme, fonctionne comme cela. Si on veut le remettre en cause, il faut revisiter la façon dont on le finance. Donc ça vaut quand même le coup d'aller vers une France bloquée pour une retraite qui ne va pas rapporter grand-chose en 2030. Aller vers une France bloquée, ça vaut le coup de continuer à dire que le système doit être en équilibre, parce que c'est ce qui protège les plus modestes, contrairement à ce que malheureusement on a répandu dans l'esprit des gens. C'est ce qui protège les plus modestes que de le mettre à l'équilibre. Et soyons très concrets sur ce qu'on fait pour les vrais gens qui, dans la vraie vie, ont du mal pour trouver du boulot quand ils ont plus de 58 ans. Soyons concrets pour les vrais gens qui, quand ils ont mal au dos, quand ils sont effectivement en difficulté physique sur des postes, ont besoin à la fois qu'on prenne soin d'eux et qu'on leur donne de la perspective. Mais il y a un autre point qui est totalement zappé du raisonnement, c'est-à-dire au-delà de la question du blocage, parce que le blocage, c'est pénible le temps que ça dure. Mais derrière, il y a le fait d'imposer une réforme contre un corps social. Dans les critères clés pour calculer les équilibres du régime des retraites, il y a la productivité. À partir du moment où vous l'imposez à un corps social qui n'en veut pas, qui est déjà en crise, on parle de la grande démission, bref, vous allez voir une productivité qui stagne déjà en France. On dit qu'elle est forte, c'est une illusion, c'est simplement parce que les gens les moins qualifiés sont moins employés en France qu'ailleurs. Mais bref, la productivité, elle va continuer à chuter. Comment expliquez-vous la France recrute à tour de bras alors qu'on n'a pas de croissance? Personne ne se pose la question des emplois concrets. Mais c'est parce qu'on crée des emplois qui ne sont pas productifs. Mais les scénarios, quand on a des scénarios qui sont uniquement faits sur des tableurs Excel, on oublie le réel. Oui, juste un mot. Moi, je ne suis pas un naïf de base, mais enfin, je ne suis pas non plus complètement angoissé de l'avenir. Donc, j'entends que vous voyez les choses vraiment de façon sombre. Il n'y a rien qui va aller. Le pays sera bloqué, nous dit Laurence Ferrari. Vous nous dites que c'est ce que disent les syndicats. Attendez, je trouve qu'on est dans un beau pays et qu'on est capable de construire des choses ensemble. Voilà. Alors, juste un mot sur votre remarque. D'économistes, mais c'est pertinent, effectivement, de nous dire, mais quid de la productivité? Bon, vous savez, la productivité dans notre pays, effectivement, elle est relativement bonne pour plusieurs raisons. D'abord parce que, effectivement, on a exclu une bonne partie des seniors du marché de l'emploi, et ça y contribue. Et des personnes peu qualifiées. Et effectivement, des personnes peu qualifiées. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'ils puissent être au boulot, avoir des jobs intéressants et qu'on s'en occupe, donc ça pose la question. Et puis deux, vous savez aussi très bien que la réduction du temps de travail, c'est faite par la disparition, ce qu'on appelle des temps neutres, notamment pour les emplois postés, et que on a gagné sans doute en efficacité ce qu'on a perdu en convivialité. Autrement dit, je pense que là, en la matière, les 35 heures, notamment pour les travail postés, ça nous a pas fait un bien collectif très fort. Ça a généré beaucoup de souffrance au travail, on est bien d'accord. Bon, alors, j'irai pas jusqu'à là, mais en tous les cas, je pense qu'on a perdu de la convivialité, c'est sûr. Alors, sur cette
cet aspect de productivité. Moi, je ne crois pas. Je vais vous dire très franchement, quand je vois les projets que nous avons dans notre pays, que ça soit Vercors, les méga factories pour ce qui est de construire des voitures électriques, quand je vois notre capacité à nous mobiliser pour avoir des nouveaux EPR qui soient plus petits mais qui soient plus faciles à construire, quand je vois notre capacité aussi à regarder l'avenir sur les transports, sur la logistique. Moi, je suis dans les Hauts-de-France, je peux vous dire que c'est le cœur de la logistique. Moi, je ne suis pas un ravi de la crèche, je ne suis pas un ébahi, mais je pense quand même qu'au final, il faut qu'on se fasse un peu confiance. Et d'ailleurs, je vais vous dire, une des difficultés que nous avons là collectivement, c'est qu'on a du mal à se faire confiance. C'est d'ailleurs un peu ça qu'on voit les uns les autres dans la rue. Et moi, je suis là pour remettre de la confiance. C'était le sens de ma première question. On nous avait dit que tout le monde aurait mis 200 €, puis on s'aperçoit que c'est pas le cas. Donc, est-ce qu'on peut vous expliquer dans quelle condition sur la confiance? C'était clair. Merci beaucoup. On fait